On va commencer. Je vais très rapidement introduire les deux intervenants, puisque nous avons la joie de recevoir aujourd'hui David Desrimet et Jean-Pierre Balpe. Donc, dans ce séminaire post-digital, qui s'intéresse cette année à la fiction et à la manière dont se nouent les récits, les supports matériels et l'imaginaire d'une époque autour de la prétendue ou la dite intelligence artificielle. Finalement, ce serait reprendre là le fil conducteur d'une question qui est peut-être délaissée ces dernières années, consistant en un art expérimental, c'est-à-dire en des productions qui présupposent un lien structurel entre le fond et la forme, pour utiliser ces mots problématiques, entre, pour utiliser d'autres mots très problématiques, la narration et la technique. Quels sont les récits spécifiques, non seulement au support numérique, qui seraient ainsi dotés d'un imaginaire singulier, mais aussi quels sont encore les nouveaux processus de production artistique qui en découlent. On sait combien la figure de l'artiste moderne a été pour une grande part une invention littéraire avec le Fraunhofer du chef-d'œuvre inconnu et les différents manifestes écrits par souvent des théoriciens, des poètes, bref, des littéraires. Il se pourrait donc bien que pour comprendre l'artiste qui vient ou celui qui est déjà là et qu'on ne parvient pas encore à voir, il faille en passer par la littérature qui constituerait un poste d'observation privilégié. Ce retour de la production expérimentale se ferait dans le contexte du post-Web 2.0, où les interfaces et les manières de faire sur Internet se sont normalisées, en même temps que la quantité de médias s'est multipliée à une vitesse qui dépasse clairement les capacités humaines, même s'il s'agit d'une production humaine. Chaque écrivain est sans doute hanté aujourd'hui par cette question du surplus textuel, par le sentiment d'une vacuité à continuer alors qu'il y en a déjà beaucoup trop. Alors, nos deux invités, à mon sens, chacun à leur manière et avec des stratégies différentes, tentent de répondre aux effets de cette hyperproduction ou plutôt de cette surproduction textuelle et de questionner la place du texte dans une économie générale de l'attention, sans opter pour une position nostalgique ou de repli réactionnaire. Plutôt que de revenir à un prétendu état passé qui aurait été stable, il s'agit de s'enfoncer dans le danger pour voir y éclore de nouvelles potentialités. Alors, David Desrimet, qui sera notre second intervenant, alors, je parle sous son contrôle, je parle sur le contrôle des deux personnes, parce que je ne veux pas dire de trop de bêtises, donc est fondateur de la maison d'édition Jean Boîte, après avoir été responsable des projets numériques à la Fondation Cartier. Jusque-là, c'est bon. Je passe sur les activités académiques, donc peut-être tu parleras. Donc, à travers les différents projets publiés, il s'agit sans doute de lier le destin d'une certaine littérature expérimentale avec les transformations induites par le numérique. Allant de projets typographiques comme AA Nouvelle de Derek Beaulieu, qui reprend un texte d'Andy Warhol en n'en gardant que la ponctuation, ou de Nine Eyes of Google Street View de John Raffman, l'artiste canadien bien connu, capturant des images à la poésie involontaire dans Google Street View, ou encore le premier et peut-être dernier volume de Google, de King Zong, consistant à éditer les images correspondant aux mots du dictionnaire selon une traduction ou une transduction entre le discours et la figure qui pourrait faire songer à Jean-François Lyotard. Il s'agit finalement à chaque fois de publier sur papier quelque chose de ce web qui nous submerge afin d'apercevoir, comme dans Tristotropic Topography of Sadness, qui capture les lieux aux noms un peu dépressifs, une littérature qui est déjà là, sans pourtant être considéré comme tel. L'artiste devient, selon la figure de la post-production chère à Nicolas Bourriaud, celui qui sélectionne, édite, monte dans le stock déjà existant, puisque tout est déjà là. Uncreative Writings, comme l'indique le nom d'une des collections de la maison d'édition Jean Boîte, réalisant par là ce que la littérature n'avait eu de cesse de penser au cours de la modernité. La mort de l'auteur, le labyrinthe des textes, les textes dans les textes, l'infini de l'interprétation, la vie quotidienne et banale, anonyme. Kenneth Goldsmith, dont l'édition française, la traduction française est enfin réalisée, devient une figure théorique majeure, intégrant à la littérature le foisonnement intensif et amateur du réseau, poursuivant peut-être un certain héritage du pop art et de l'attention portée aux médias de masse. Il y a une continuation et un tournant avec la nouvelle collection Art plus Machine et l'ouvrage One the Road, dont l'écrivain de l'écrivain, on reviendra sur cette notion sans doute, est Rose ou serait Rose Godwin, puisqu'ici, il ne s'agit plus seulement de l'afflux du web, ce surplus du flux, mais d'une production hybride et incertaine entre l'être humain et la machine, un nouvel influx donc.
Alors, cette littérature anthropotechnologique, si on me permet ce barbarisme de mon cru, est au cœur de la démarche de Jean-Pierre Balp et met à l'épreuve la figure classique de l'auteur, déjà largement mis à mal au cours du XXe siècle, même si le sens commun, la doxa, continue à penser l'artiste comme un créateur d'œuvres originales. Jean-Pierre Balp, donc, dont il m'est bien sûr difficile de parler si brièvement, tant nous partageons des mondes et des intuitions, a une place majeure dans la littérature, non pas seulement du fait de sa carrière académique sur laquelle je ne reviendrai pas, mais parce que finalement, de façon assez solitaire, et par là même indépendante, il a développé un générateur textuel fondé sur une écriture formelle et une œuvre rare aux multiples et vertigineuses ramifications. Remontant aux conditions de possibilité de l'écriture, il s'agit d'appréhender la question du style, entre guillemets, et de devenir un écrivain d'écrivains. Au fil d'une carrière riche et généreuse de multiples collaborations qu'on ose nommer interdisciplinaires, tant ce terme est devenu galvaudé, il a travaillé avec des musiciens, des plasticiens, dont je suis, d'autres poètes, de nombreuses personnes. Alors, j'aimerais indiquer très vite, trop vite bien sûr, ce qui me lie à son œuvre. Alors, en premier lieu, et qui pourrait servir de matrice pour les questions que nous allons aborder, de génération littéraire, au double sens de la générativité, mais aussi des différentes générations d'individus. Alors, en premier lieu, l'hyperproduction fondée sur une génération automatique. Cette hyperproduction permet de répondre d'une quelconque manière à la surproduction dominante et en la répétant, de la différer peut-être. Il y a un plaisir singulier à déclencher une boucle qui produit encore et encore des textes, des images, un plaisir de peine, un plaisir hanté par la vacuité et l'absence d'œuvre. En second lieu, ce que je nommerais l'atelier des machines, c'est-à-dire le fait d'être non pas remplacé par une machine, ce qui supposerait la possibilité d'entités autonomes, ce qui à mon sens n'a aucun sens, ni de contrôler ces machines, mais de travailler avec, dans un atelier, dans un aller et retour incessant qu'on pourrait appeler heuristique, jusqu'à se perdre, jusqu'à devenir soi. Il y a quelque chose là d'enfantin, jeu constructeur et déconstructeur, place accordée à l'imprévu, même si on l'a modélisé, surprise ou non surprise d'une génération attendue ou inattendue, d'un autre que soi en soi. Enfin, l'existence. Car cette manière de faire avec les machines affecte l'artiste, de part en part. Et ces dernières années, le travail de Jean-Pierre a évolué, s'est transformé, prenant, à vrai dire, moins de précautions, allant au vif et jouant avec le vif. S'y mêlent des textes générés, des myriades de personnages fictifs sur Facebook ou ailleurs, des traductions de textes à l'image, des images, des réflexions sur le temps qui passe et la mort qui vient, l'achat de livres anciens et du charme d'une littérature presque perdue, qu'il s'agit de ramener à la vie, l'adresse à un public, mais quel public, sur les réseaux sociaux, le labyrinthe de textes en même temps que l'évanescence de toute cette vie et de toute cette œuvre. Jean-Pierre a été pris dans le flux d'une production continuelle, et il disparaîtra. Conscience d'une finitude qui résonne avec cette infinitude de la production, qu'il nous soit permis de l'écouter et de faire exister les textes. C'est à toi. Je vais me affronter un problème un peu difficile, c'est de parler de moi. Parce que, bon, j'ai été universitaire, mais ça, c'est pas important. Parce qu'en fait, il est difficile de détacher mon travail, que je pense personne ici ne connaît, de ce travail lui-même, de moi-même. C'est vraiment difficile, je vais essayer de vous expliquer ça. Si je m'y retrouve, parce que moi-même, je m'y perds. Et ce n'est pas une coquetterie, je me perds dans ce que je fais. À un moment, je ne sais plus pourquoi, etc. Bon, dans le petit papier introductif, j'ai dit que j'ai toujours aimé la littérature. C'est une réalité. Je suis d'une génération qui n'a pas connu la télévision dans son enfance et dans son début d'adolescence, qui n'a pas connu les jeux vidéo. Donc, il n'y avait qu'une distraction, c'était la littérature. Et je m'y suis plongé, je veux dire, jusqu'à m'y noyer. J'ai lu énormément. Chez moi, il y avait peu de possibilités, donc je lisais énormément. Et puis, petit à petit, j'en suis venu à détester la littérature. Non pas parce que j'aimais pas lire, mais parce que je trouvais que cette littérature, au fond, tournait indéfiniment sur elle-même. Comme disait quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Gertrude Stein, en parlant du roman, elle dit on fait du roman et c'est encore du roman, mais c'est pas tout à fait du roman, mais c'est toujours du roman. Et ça m'a fini par m'agacer sérieusement. Donc j'ai cherché très vite d'autres solutions. Je me suis un temps intéressé au lettrisme. J'ai publié dans beaucoup de revues lettristes. Et ces revues lettristes étaient pour moi une façon de fuir cette littérature que finalement je n'aimais plus.
Bizarrement, Proust m'a réconcilié. Alors, mais il m'a réconcilié d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire, je ne supporte pas de lire Proust entièrement. Comme beaucoup de gens, je pense, j'adore lire une page de Proust. Mais ce monde, le monde dont il parle, ne m'intéresse absolument pas. Je n'y trouve même pas l'intérêt historique de lire un roman du XVIIIe siècle. Je n'y trouve qu'une bourgeoisie mollasse, préoccupée de ses fadaises. Ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, il a un style admirable. Et il a un style qui, pour moi, c'est le dernier des classiques. Je retrouve dans Proust la belle écriture des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc ça, c'est la première phase. C'est, je dirais, l'antériorité chronologique. Et puis un jour, je suis tombé, vraiment par hasard, avant tout le monde, je crois, c'était très rare, en 1975, sur l'ordinateur. En 1975, un ordinateur, c'était un instrument extrêmement cher, très peu répandu, personne n'en avait chez soi. Et il se trouve que, comme j'étais enseignant dans une école de formation de professeurs de lycée technique, il y avait un ordinateur. Et j'aime bien raconter l'anecdote parce qu'elle révèle mon penchant et qui va se manifester par la suite, mais je n'y reviendrai pas. Et un jour, à table, le professeur de comptabilité, très, très, très fier, me dit « Ah, tu sais, on a un ordinateur maintenant. » Oui, je dis « Oui, ben, je sais bien, j'aimerais que tu me montres comment ça marche. » Et sa réponse immédiate a été « Ah, mais toi, tu ne comprendras rien. Un littéraire, c'est pas fait pour ces machines. » Et donc, ça m'a vexé. Et j'ai dit, ben, on va voir. Et je suis entré dans cet ordinateur qui n'avait à l'époque un écran de 2 lignes et une mémoire ridicule pour voir ce qu'on pouvait y faire. Et à ça, je me suis aperçu à ce moment-là que je reprenais goût à fabriquer des choses. Alors, je dis fabriquer des choses et non pas écrire, parce que dès qu'on utilise l'ordinateur, on n'écrit pas. On programme une écriture. Et que ça amenait des interrogations très profondes sur ce rapport que j'avais à la littérature. Autrement dit, si je peux faire écrire une machine, que devient cette fadaise du sujet, de l'âme, de l'inspiration, etc. Que devient-elle? Si on arrive à lire un poème comme une de mes premières créations a été évidemment des formes courtes, parce que sur l'ordinateur que j'avais, on ne pouvait pas fabriquer des choses longues. Sur un écran de 2 lignes, imaginez ce qu'on pouvait afficher. Et en imprimant, ça a été la création des rengas pour la grande exposition Les Immatériaux du Centre Georges Pompidou, qui ont écrit quelques 32 600 poèmes en 2 mois. Et encore, les machines à l'époque étaient très lentes. Maintenant, ça serait des centaines de milliers écrits. Et où on m'a demandé de conserver non pas le programme, parce que ça venait à l'idée de personne, mais de conserver les productions. Alors, il y a quelque part dans Beaubourg d'anciennes disquettes contenant 32 600 rengas que personne ne peut plus lire parce que les disquettes ont évolué. Bon, en tout cas, ça m'a amusé parce qu'en fait, les gens les lisaient comme des vrais poèmes. Et c'était des vrais poèmes. Et donc, j'ai vu plusieurs fois, par exemple, dans d'autres expositions, parce que j'ai commencé à partir de là à passer dans une étape qui est, disons, plus plastique. J'ai vu des gens recopier les textes qui apparaissaient à l'écran et dire « Ah, ça, c'est bien, je l'emporte. » Et puis, en voulant en recopier un autre, puis arrêter. Parce qu'au fond, on ne peut plus recopier quand c'est l'infini qui se produit. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, j'ai été intéressé par l'ordinateur. Et ça m'a mené 2 directions de recherche d'écriture tout à fait différentes. D'abord, évidemment, la littérature programmée, dont je parlerai tout à l'heure. Je dirais peut-être un mot technique pour expliquer comment ça fonctionne. Et puis, une autre direction qui est apparue à cette époque, dans les années 80, mais Grégory le sait peut-être plus exactement que moi, qui sont les blogs. Pour la première fois, on avait à disposition des gens qui écrivaient. Alors, je ne dis pas écrivains, parce que les gens y mettaient n'importe quoi dans les blogs, c'était fait pour ça. Une façon de s'afficher en direct sur des écrans à l'autre bout du monde, sans intermédiaire. Et donc, je me suis intéressé aux blogs, mais je n'avais pas envie de reproduire des romans sur les blogs. Parce que ça se lit mieux sur papier. Si vous voulez faire un roman, c'est vrai que ça se lit mieux sur papier, même si je joue avec ça, comme j'en parlerai un peu plus tard si j'ai le temps, parce que je regarde ma montre, ça défile. Bon, elle ne marche plus.
Et donc, bon, je vais essayer de m'en passer, tu me feras signe. Et donc, j'ai utilisé des blogs. Mais du coup, j'ai essayé non pas d'utiliser le blog, comme je viens de vous le dire, pour publier un texte, mais pour publier des dizaines de textes. Autrement dit, j'ai lancé en même temps des dizaines de romans. Des dizaines de romans, évidemment, ça demande une stratégie d'écriture un peu particulière, parce que je ne pouvais pas mener de front 10 romans et quotidiennement, etc. Donc, il y a des stratégies qui ont été amenées, et chaque de ces blogs essayait une stratégie. Par exemple, alors je ne me souviens plus, il y a un chercheur qui a publié récemment un livre au Canada, et qui, lui, a trouvé que j'avais publié 18 blogs. Je pense qu'il y en a plus que ça, mais comme dans l'histoire du net, beaucoup de blogs ont disparu, parce qu'à l'époque, c'était des essais commerciaux, mais en fait, ils n'ont pas gagné d'argent, donc ils ont disparu. Il en est resté quelques-uns. Donc, il y en a sûrement 18 en activité actuellement, mais personnellement, je ne le sais pas. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai produit des choses qui vivent sans moi, et je ne sais pas où ni comment. Et j'ai essayé des tas de formes différentes. Mais si j'essaie des tas de formes différentes, évidemment, comme tout le monde ici, je connais Pessoa et les hétéronymes. Et donc, je me suis dit, c'était intéressant non pas de les mettre sous mon nom, mais de créer des personnages qui allaient publier des blogs sous mon nom. Et sans dire que sous ce nom, il y avait Jean-Pierre Balp, ça ne m'intéressait pas toté. Donc j'ai créé des personnages dont, alors on peut trouver, si on cherche sur Internet, Marc Hodge, Germaine Proust, Rachel Charlus. Bon, vous reconnaîtrez, les gens qui ont lu Proust, des personnages de Proust. J'ai pris que des noms et des personnages de Proust. C'est un jeu référentiel et qui s'explique. D'ailleurs, des fois, il y a du Proust dans les personnages, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, par exemple, Rachel Charlus, elle tenait, parce que là j'ai un peu arrêté, elle tenait une espèce de rubrique critique de ce qui se publiait ailleurs, et assez acerbe. Rachel Charlus, c'est pour moi une marquise à l'ancienne mode qui vit en Bretagne, qui a son château et dont on peut trouver sa vie, hein, mais elle n'existe évidemment pas. Et qui est provocatrice puisqu'elle adore la chasse à courre, elle adore des choses qui sont très mal vues aujourd'hui. Donc il y a des quantités de blogs comme ça, et ça ne m'a pas suffi. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu plus et j'ai écrit la première œuvre, j'aime bien les œuvres en emboîtement, qui s'appelle, ça ne va pas vous étonner, La disparition du général Proust. La disparition du général Proust, c'est une première œuvre générative. Alors, il y en a eu d'autres avant, je ne vais pas parler roman, et notamment, j'en ai fait beaucoup à ce moment-là. J'ai eu des prix, prix Hachette, le prix, bon, je ne parlerai pas de tout ça, le prix de l'INA, etc. Je les utilisais beaucoup sur écran, c'est-à-dire que ça apparaissait dans des manifestations style salon. Les premières, d'ailleurs, bizarrement, c'était dans un salon commercial à Nice. Et mes premiers poèmes publics ont été achetés par la société Ericsson pour montrer la qualité de ces imprimantes. Vous voyez qu'on était très loin de la littérature. Et les gens qui venaient voir le stand d'Ericsson pouvaient partir avec un poème écrit pour eux, avec leur nom, poème écrit par Monsieur X, tel jour à telle heure. Et évidemment, celui qui arrivait après, il n'avait pas le même poème. Ça, c'était ma démarche un peu provocatrice de ne pas enfermer la littérature dans son champ. Donc j'ai commencé à travailler sur écran. Mais sur écran, évidemment, le blog, ça ne passe pas bien. Le blog sur écran, ça reste une page. Donc j'ai commencé à voir comment on pourrait aller plus loin dans la génération automatique. Et je me suis lancé dans un programme tout à fait fou, vraiment tout à fait fou, puisqu'il m'a fallu créer un dictionnaire d'à peu près actuellement 35 ou 40 000 mots, le créer à la main, parce qu'il n'y avait pas de données informatiques compatibles. Donc inventer la structure du dictionnaire, dire comment on pouvait générer quelque chose à partir de ce dictionnaire, c'est-à-dire inventer ce que j'appelle moi des quantas d'informations. J'appelle un quanta d'information un élément dans la langue. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'il faudrait expliquer des théories linguistiques qui sont un peu longues. La langue n'est pas faite... On ne peut pas combiner les mots n'importe comment. Ça, vous le savez tous spontanément. Par exemple, en plaisantant tout à l'heure, en montant la côte du lycée Saint-Louis, on disait après, on aura une belle descente. Et évidemment, en français, on aura une belle descente, ça a une autre résonance.
C'est-à-dire, comme on se proposait d'aller boire un coup après, qu'est-ce que ça veut dire? On aura une belle descente. C'est-à-dire que, et même l'expression « on aura une belle descente » n'est pas tout à fait correcte. On dirait pas ça. Il y a un jeu de mots. La langue est faite de ça. C'est-à-dire de fragments, moi, qu'on considère comme tout faits, et qui sont contextualisables, mais qui n'ont pas un contexte complètement ouvert. Bon, par exemple, si je dis X aime Z, alors je pourrais mettre n'importe quel verbe dedans, j'ai toujours des limites à ce que X peut aimer. Alors, c'est très ouvert, X aime Z, ça peut être l'abeille aime le pollen, mais vous voyez, si je mets l'abeille, je ne peux pas dire l'abeille aime la charcuterie, par exemple. À la rigueur, la guêpe aime la charcuterie, mais l'abeille n'aime pas la charcuterie. Et c'est là-dessus que va jouer la poésie, par exemple. La poésie va ouvrir ses champs, mais pas en autorisant n'importe quoi, sinon ça ne marche pas non plus. Donc j'ai cherché comment créer des cantats d'information. L'informatique avait évolué entre-temps. Je vous raconte là ce qui s'est passé sur 7-8 ans ou 10 ans. Et donc, j'ai trouvé la solution en téléchargeant. Actuellement, il y a à peu près 2 millions de cantats dans ma base de données. Mais c'est facile parce qu'on peut les télécharger. C'est-à-dire, je télécharge des milliers de pages et je les fais traiter de façon à ce que ça devienne un cantat d'information. C'est-à-dire, en gros, désosser. La structure est la suivante. On prend une phrase quelconque, qui peut être complexe, et on va la désosser jusqu'au nœud, jusqu'au noyau. Et à ce moment-là, on va lui donner un code, ce que j'appelle un descripteur, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, qui va lui dire dans quel champ il est utilisable. Donc, on peut arriver à maîtriser la génération automatique, c'est-à-dire que ça ne va pas écrire n'importe quoi, sauf si je lui dis ne respecte pas les contraintes. Alors ça fait de la poésie. Ça fait assez facilement de la poésie. Et donc, je me suis mis à dire, à partir de là, j'ai un instrument intéressant, je peux publier maintenant en public, je peux mettre en public des textes qu'on ne verra jamais, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et d'où on est vraiment dans la génération automatique. Par exemple, alors je vais vous citer quelques exemples d'usage. Par exemple, pour le Milia de Nice, il y a je ne sais plus quelle année, il ne faut plus me demander, ça devait être 82 ou 83 ou 84. Et j'ai fait un générateur de texte qui s'appelait roman. J'aime bien les emboîtements comme ça. Roman au pluriel, entre parenthèses, roman. Parce qu'il pouvait générer des pages de romans en n'importe quel moment. Il a été exposé longtemps après par le Cube d'ici les Moulineaux. Il écrivait du roman. Vous demandiez une page de roman. Alors, on aurait pu le paramétrer davantage pour le lecteur. Par exemple, j'aurais pu faire en sorte que le lecteur dise je l'ai fait en plus. Je l'ai fait pour l'éducation nationale, mais je vous dis que je ne m'y retrouve plus moi-même très bien dans ce que j'ai fait. Par exemple, j'aurais pu lui dire je veux un roman où il y a une jeune fille et un vieux monsieur de 65 ans et ils se détestent. Ça, c'est des paramètres qui sont inscrits dans les cantats d'information que j'utilise. Et donc, il aurait pu écrire quelque chose de ce type. Mais malgré ça, quand vous faites plus de 3 lignes, le nombre de contraintes à conserver est tel que ça déraille toujours. Par exemple, supposons vous commencez un début de roman, il commence un début de roman en appelant une jeune fille, alors je ne sais pas, Gisèle. Gisèle était âgée de 19 ans et un jour, au jardin public des Tuileries, elle rencontra un vieux monsieur charmant qui s'appelait Antoine. Bon, voilà, vous partez de ça. Alors là, le générateur va pouvoir continuer. Mais continuer sur quoi? Est-ce qu'il continue sur le jardin des Tuileries? Bien sûr, il peut. Il peut dire le temps était magnifique, les oiseaux chantaient, enfin je fais de la banalité, les fontaines faisaient entendre leur gazouillis, vous voyez le roman banal. Et, bon, mais au bout d'un moment, si vous voulez rester cohérent, il faut qu'il garde toutes ces données. C'est-à-dire que c'est Gisèle, c'est le vieux monsieur qui s'appelle Antoine, c'est le jardin des Tuileries. Et s'il se trompe, ça va dérailler. Par exemple, s'il dit... Paris était en émeute, alors ça peut aller, mais comment je vais concilier le monsieur en émeute et Paris en émeute? Donc, au bout d'un moment, ça déraille, d'où l'idée de ne garder que des textes courts. Et si je suis incapable, je peux le dire, de faire écrire un roman génératif de plus de une page classique.
Au-delà, ça déraille. Alors, des fois, les effets de déraillement sont intéressants. Je viendrai. Pour moi, j'ai théorisé c'est ça, mais pour la suite. Mais c'est plus difficile pour un lecteur lambda, et c'est pour ça que souvent, la plupart des choses qui sont publiées sont sur mes poésies et pas trop sur mes romans. Parce que ça déstabilise énormément de considérer que c'est un roman. Donc ça a été, alors, premières expériences, donc publiques, comme ça. Il y a 2 spectacles, un spectacle, alors 3. Premier prix de l'INA, je ne sais plus qui, en 85, pour le premier scénario génératif et interactif de l'histoire, qui a une contrainte très difficile, c'est qu'il est destiné à la télévision. Donc ce scénario, en gros, dans notre tête, c'était le premier jeu vidéo, sauf qu'on n'avait pas les moyens techniques à l'époque de faire un jeu vidéo. Aujourd'hui, ils sont d'un réalisme extraordinaire, on peut créer tout un univers et le maîtriser. À l'époque, c'était impossible. Donc on a fait un scénario interactif que Canal+ a diffusé pendant un mois. Malheureusement, c'était l'époque du Minitel. Et donc comment les spectateurs pouvaient-ils réagir? C'était par Minitel. Bon, je peux dire que c'était modérément interactif, au point que je peux vous révéler, c'est pas un secret, je l'ai assez dit, qu'en fait, on trichait tous les soirs. On trichait tous les soirs parce que ce dont on s'est aperçu, et que c'est aussi une réflexion intéressante pour la génération automatique, c'est que lorsqu'on laisse le choix au public, il choisit les solutions les plus banales. Massivement, il choisit les solutions les plus banales. Et donc, qu'est-ce qui se passait à la télévision avec notre scénario interactif? Eh bien, tous les soirs, les personnages choisis, puisque c'était une réponse majoritaire, on ne pouvait pas à l'époque chacun faire son roman, la réponse majoritaire était toujours la même. Et donc, nous, l'ingénieur de l'INA, derrière, il disait « mais il est rentré par là hier, il ne faut pas, donc paf, on va partir par là ». Donc, l'interactivité était ridicule, mais c'était dû à des choix complètement techniques. Le jeu vidéo a dépassé ça depuis très, très longtemps. Donc ça, c'était le premier essai. Autant vous dire, vous l'avez remarqué, la télévision a abandonné cette voie parce que c'était une voie sans issue. Et donc, d'ailleurs, ils avaient fait un sondage et tout le public, qui était assez nombreux, ça fonctionnait quand même pendant plus d'un mois. Et les gens ont interrogé sur Minitel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Minitel, c'était assez payant la minute. Donc, ils ont gagné pas mal d'argent. Mais les spectateurs ont dit ah ben, nous, on veut bien, ça nous intéresse, mais il faudrait qu'on puisse voir notre choix. Donc là, les possibilités techniques n'existaient pas. Deuxième tentative, à peu près à la même époque, 1990, c'est... alors, 1985, c'est les Ringa des immatériaux. Donc, génération automatique de poèmes, ça, je maîtrisais, ça allait très bien. 1990, c'est 3 mythologies et un poète aveugle. Alors ça, c'était une ambition C'était quelque chose de très ambitieux, c'était une haute ambition, puisqu'il s'agissait de générer en temps réel, devant un public, une pièce musicale, entièrement musicale, et où tout était génératif, c'est-à-dire rien n'était préécrit. 3 mythologies et un poète aveugle, c'est parce qu'il y avait... alors, bon, bien sûr, on voit la référence à Ésope, mais ça, ce n'est pas le plus important. C'est parce qu'il y avait 3 poètes vivants, réels, Henri Deluy, Joseph Guilhelmy et moi-même, en scène, et un poète aveugle qui était l'ordinateur. Donc, c'était une confrontation en direct entre les poètes réels et les poètes fictifs. En plus, la musique était générative. Elle était déclenchée aléatoirement au départ, et après, elle s'adaptait aux réactions des poètes. Il y avait un piano MIDI, c'est-à-dire que le pianiste ne jouait jamais 2 fois la même chose, jamais. Parce que d'abord, on lui envoyait des fragments de musique, et puis en plus, par exemple, la façon dont il avait attaqué la touche, ça modifiait ce qui allait se passer ensuite. Il y avait une percussion MIDI, pareil, et puis il y avait une soprano. Alors ce qui est amusant, c'est que la soprano, elle n'était pas MIDI. Je ne sais pas si vous avez réalisé comment on pouvait obliger une soprano à changer en temps réel, non. Et donc là aussi, on trichait un peu, mais j'aime bien ce genre de tricherie. C'est-à-dire que la soprano savait à l'avance qu'elle avait tant de fragments à chanter, mais elle ne savait pas quand.
C'est l'ordinateur qui lui disait, au moment où la musique s'y adaptait, de chanter le fragment qu'elle devait chanter. Et personne en public s'en est aperçu. Donc à tel point qu'une des reproches qu'on nous a fait pratiquement, c'est que c'était trop parfait. C'est-à-dire on nous a dit, mais où est la générativité ? Et plusieurs fois, on m'a dit, mais vous, ce que vous faites, c'est préécrit. J'ai dit non, c'est pas préécrit, c'est la machine. Ça a été très long de faire comprendre aux gens que c'était une machine qui a fait ça. Donc il y a eu de... Alors on a été aidé par l'IRCAM, etc. On a travaillé avec l'IRCAM beaucoup parce qu'eux avaient les compétences techniques. Et les trois poètes en scène étaient provoqués par l'ordinateur parce que j'avais simulé le style de chacun d'eux. J'avais fait exprès de prendre trois poètes avec des styles très différents. Et l'ordinateur leur envoyait des poèmes qui théoriquement étaient d'eux, mais qu'ils n'avaient jamais écrits, qu'ils ne connaissaient pas. Et donc leur lecture en direct était très amusante parce qu'en fait, ils les corrigeaient. On voyait qu'ils les corrigeaient spontanément, sans même y penser. Parce que, par exemple, le rythme de la phrase ne leur convenait pas, et eux, tac, ils ne la lisaient pas comme ça, ils la lisaient autrement. Et donc, c'était cette espèce de rivalité amusante, à tel point qu'un des trois, Henri Deluy, lors de la dernière soirée, il a complètement déraillé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à dire, et ça faisait très spontané, mais elle m'emmerde cette machine, qu'est-ce que c'est que ça ? Moi je ne veux pas écrire ça, etc. Les gens ont cru que c'était programmé, c'est-à-dire que c'était décidé, que c'était un spectacle, mais non, pas du tout. C'était une réaction du poète à la lecture de poèmes qu'il n'avait jamais écrits, mais qu'on lui attribue. Bon, ça c'était le troisième spectacle musical de mes débuts. Après, il y en a eu un autre, là aussi, coincé par la technologie. On n'avait pas encore les technologies du jeu vidéo, ce que je regrette. J'ai été trop en avance sur ces trucs. Je le dis sans orgueil, c'est que mes désirs n'étaient pas... la technologie n'était pas à la hauteur de mes désirs. Donc je faisais avec ce qu'on pouvait avoir. C'était un opéra. Alors l'IRCAM, qui avait été convaincu apparemment par le Trois mythologies et un poète aveugle, a accepté de participer à la création d'un opéra génératif qui devait se dérouler à la demande du public. Enfin, comment l'interactivité en grand public, ça marche jamais bien, c'est pas bien, c'est toujours majoritaire. Donc, en fait, l'idéal pour nous, ça aurait été dans le modèle du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer à un jeu de guerre, ils jouent dans un opéra. Et j'avais choisi pour cela le thème de Barbe Bleue. Alors, il y a eu beaucoup de Barbe Bleue. Mais ce qui m'intéressait, c'était... cette relation trouble entre Barbe Bleue et Sœur Anne. Qu'est-ce qui c'est que cette relation ? Alors, dans la doxa, c'est sa femme qui l'épouse, c'est la 7e femme. C'est un peu maigre, je trouve. Donc, moi, j'avais fait en sorte qu'on ne savait pas qui était Sœur Anne. Est-ce que c'était la fille de Barbe Bleue ? Est-ce que c'était une femme de Barbe Bleue ? Vraiment ? Est-ce que c'était une servante de Barbe Bleue qui racontait une histoire ? Donc vous pouviez rentrer, et il y avait 441 façons de rentrer dans l'opéra. Donc, oui. Et malheureusement, nous n'avons pu en créer qu'une maquette, pour les raisons techniques que j'explique, qui a été donnée à l'IRCAM. Alors le compositeur, c'est un compositeur connu qui s'appelle Alexandra Raskatov, qui est la chanteuse qu'on avait utilisée, qui devait jouer Sœur Anne, c'était Elena Vassilieva, qui est aussi une chanteuse qui a été très connue. Et on avait toute la musique de l'IRCAM. Donc, la musique de Raskatov était générative. Raskatov m'avait proposé, ça correspondait tout à fait à mon propos, de créer ce qu'il appelait des éléments de musique. Moi, ce que j'aurais appelé des cantats musicaux, c'est-à-dire des fragments de moins de 30 secondes et qui pouvaient se recombiner suivant des règles tout à fait particulières, ce qui fait que vous n'aviez jamais deux fois la même musique. Et de même, vous n'aviez jamais le même dialogue, vous n'aviez jamais le même rapport des personnages. Bon, tout ça, c'est resté à l'état de maquette, mais ça m'a beaucoup intéressé et beaucoup amené à aller plus loin. Et donc, mon système est devenu un peu fou. Alors je me suis aperçu, bon, j'ai fait d'autres installations, je ne vais pas y venir, avec Miguel Chevalier, avec Grégory, certaines sur Internet, certaines en public, certaines mêlant de la musique, d'autres n'en mêlant pas, etc. Ce qui fait que, d'ailleurs, j'ai jamais eu l'étiquette écrivain, parce que j'ai plus travaillé dans le domaine des installations et des arts plastiques, alors que je suis un très mauvais plasticien que dans celui de l'écriture. Mais je suis tombé sur de très bons plasticiens, ce qui changeait les choses. Entre autres, Grégory...
Michel Jaffrenou, Miguel Chevalier, et puis d'autres. Avec qui, par exemple, j'ai travaillé avec une compagnie de danse pour leur faire de la danse interactive, qui s'appelait à l'époque, je ne me souviens plus. Bon. Donc, là, ça m'ennuyait parce qu'on était quand même très coincé par la technologie. Et qui veut dire très coincé par la technologie veut dire ce qui, moi, ne me convenait pas, parce que j'étais prof et que je n'avais pas envie de chercher de l'argent, ce qui veut dire les frais de production. Que dès qu'on montait quelque chose, il fallait trouver de l'argent. Ne serait-ce qu'une simple exposition, c'est très rare de pouvoir la faire sans... Bon, taper aux portes, ça ne m'amusait pas beaucoup. Je l'ai fait, hélas, mais pas vraiment. Et j'ai essayé, par exemple, les dernières installations ont été à l'abbaye à côté d'Abbeville, comment ça s'appelle, une grande abbaye qui était un centre culturel dans lequel j'ai fait des générateurs pour, par exemple, des vies de carolingiens qui étaient générés en temps réel. Ou des bestiaires. Le bestiaire, c'est facile parce que c'est des structures codifiées. Quand je veux créer un herbier ou un bestiaire, par exemple un herbier avec Michel Chevalier, je télécharge tout ce que je trouve d'herbier sur Internet et puis je les fais traiter, puisqu'en fait je ne les fais pas à la main. Je fais traiter par ma machine, ça devient des quantas d'informations et après la machine est capable d'écrire des herbiers en quantité. L'herbier a été exposé au musée de la chasse à l'époque. Et ailleurs, Miguel a été exposé dans beaucoup d'endroits. On a fait un énorme spectacle à Mexico, Monterrey, qui s'appelait Métapolis, parce qu'on ne voulait pas copier Métropolis, qui existait déjà. Alors là, c'était bien parce que ce n'est pas nous qui avons trouvé l'argent, c'est l'argent qui nous a trouvés. Donc ça, c'était génial. C'est une richissime Mexicaine qui possédait un énorme musée d'art moderne et qui possède toujours, je pense, si elle n'est pas morte, le musée de Marco, Museo de Arte Contemporaino à Mexico, à Monterrey. Énorme. Qui a accédé à tous nos désirs. C'est-à-dire que ce n'était pas un musée prévu pour l'informatique, c'était un musée avec des salles lambda. Elle a accepté de faire murer toute une salle pour que ce soit noir, une immense salle plus grande que ça. Elle a accepté qu'on casse ses planchers pour faire passer des câbles. Enfin, bon, c'était extraordinaire. Et ça a tourné 3 mois à Monterrey. Moi, il ne m'en reste que des extraits vidéo. En fait, on décrivait la ville. On générait de la ville en plusieurs langues, en espagnol, anglais, etc. Bon. Parce que ma génération automatique est multilingue. Je peux générer tous les langages de sources plus ou moins... qui ne sont pas à déclinaison, parce qu'au départ, j'ai été paresseux, je n'ai pas prévu les déclinaisons. Et maintenant, il me faudrait refaire tous les dictionnaires pour intégrer les déclinaisons. Bon, ça m'emmerde. Donc, elles peuvent générer le latin, le portugais, l'espagnol, l'anglais, c'est sans problème, le français, le roumain. Bon, il suffit de mettre les dictionnaires adéquats. Et pour mettre des dictionnaires adéquats, il suffit de les télécharger sur Internet. Maintenant, c'est rien. Vous téléchargez aujourd'hui, vous téléchargez un dictionnaire entier de 20 000 mots en 3 secondes. Et après, il y a quelques règles à lui faire intégrer, mais bon, ça se programme tout seul. Donc, ça, c'est vrai. Donc, voilà. Et Métapolis, c'était une expérience extrêmement intéressante aussi pour... Vous voyez où ça m'amène, loin de la littérature, parce que, d'abord, c'était en temps réel, les gens venaient, Miguel Chevalier avait construit un environnement avec 3 points d'interaction. On pouvait gérer la musique, on pouvait gérer l'image et on pouvait gérer le texte en temps réel, mais ce n'était pas la même personne qui pouvait gérer ça. On l'avait fait exprès, ils étaient à distance, de façon à ce qu'ils se coordonnent. La vérité a montré qu'ils ne se coordonnaient jamais. C'est-à-dire que ça faisait un peu n'importe quoi, mais ça nous amusait beaucoup. Sauf, et ça c'est remarquable, j'y ai assisté plusieurs fois, quand c'est un prof qui venait avec des classes. Quand c'est un prof qui venait avec leur classe, il mettait un élève à un truc, puis il leur disait « Attends, tu ne fais pas n'importe quoi, tu regardes ce qu'il fait lui. » Bon, ça c'était assez amusant. Et en fait, on bougeait, par une petite cellule photoélectrique, on bougeait les mains dans la lumière et ça changeait tout. Et en plus, on avait obtenu, mais c'est cette dame qui avait obtenu, parce que c'était une des plus grosses fortunes du Mexique et elle avait une certaine influence, que nous puissions avoir les caméras de vidéosurveillance de la ville en temps direct, en temps réel. Donc, notre ville se générait sur les caméras de vidéosurveillance de la ville.
avec 2 ou 3 contraintes de déontologie et de sécurité. Il ne fallait pas que les gens soient reconnaissables et il ne fallait pas qu'on puisse relever les numéros de voiture. Donc c'était une ville un peu petite et un peu floue. Bon, là, on est déjà sorti très, très longuement de la littérature, mais pour moi, c'était de la littérature. C'est-à-dire que devient la littérature lorsqu'elle sort du livre? Qu'est-ce qu'elle devient? Alors, on a l'habitude depuis longtemps des livres d'artistes, des livres illustrés, etc. Mais ce n'est pas ça dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est une littérature qui n'a pas d'antécédent. Elle n'a pas d'antécédent au sens réel du texte qui ne vient de nulle part, il vient d'un ordinateur. Elle n'a pas d'antécédent au sens où dans l'histoire de la littérature, on ne trouve pas l'équivalent. Ce n'est pas possible. Même les jeux de l'Oulipo auxquels j'ai un temps failli adhérer, et que j'aimais bien, je les ai très vite trouvés très rudimentaires. C'est quelques règles formelles, S plus 7, S plus 8, bon, ça va, c'est un moment, mais ça ne va pas très loin. Donc, on a cette tentation en littérature, au moins chez les grands rhétoriqueurs, on a cette tentation. Par exemple, vous connaissez peut-être les litanies de la Vierge de Méchineau, qui a écrit le premier poème combinatoire, qui peut se lire de 10 puissance 60 façons, ou 57, je ne sais plus. Ou le poème baroque de Knus Kuhlmann, qui s'appelle le 51e baiser d'amour, et qui peut se lire de 10 puissance 57 façons différentes. Mais la combinatoire, c'est très limité, en fait. La combinatoire, c'est une répétition, c'est le même. Dans la différence, c'est toujours le même. Alors que dans la génération automatique, dans la différence, c'est jamais le même. Donc, c'est cette... Donc j'en ai eu marre de... Combien il me reste ? Bon, alors j'en ai eu marre, donc ça va, je ne vais pas dépasser. J'ai décidé de me retirer sur mon Aventin et de faire ce qui m'intéressait, moi, comme ça m'intéressait, moi. Et à ce moment-là, je me suis mis à faire quelque chose qui, au départ, était un gadget, puis qui est devenu un peu fou. C'est-à-dire que dans mes générateurs, j'ai intégré en tant que quanta d'écriture mes propres écrits. J'avais écrit des choses avant. J'ai écrit plus 1 ou 2 romans, j'en ai publié un. Bon, j'avais écrit ça, j'ai eu des péchés de jeunesse. Et j'ai donc décidé de faire comme si c'était des données Internet, puisque j'avais tout sur fichier informatique, et j'ai intégré mes propres écrits. Et donc, le générateur peut des fois écrire des choses que je ne reconnais absolument pas, mais qui ont été écrites par moi autrefois et qui prennent des formes différentes. Et donc, ce jeu m'a intéressé. Je me suis dit, mais au fond, pourquoi ne pas continuer ce jeu et ne pas faire vivre tes avatars, par exemple, ce que j'avais créé pour les blogs, pour une raison différente, les faire réellement vivre. Donc, j'ai créé des pages Facebook pour tous mes avatars. Donc, vous pouvez, si vous avez Facebook, vous pouvez aller chercher Rachel Charlus, elle a une page où elle intervient régulièrement. Vous pouvez aller chercher Lucienne Elstier, elle a une page où elle intervient régulièrement, etc. Bon, on peut les repérer après, ça certains chercheurs l'ont fait, ils n'ont pas tous repéré, mais parce que quand même ils arrivent à s'interciter de temps en temps et intervenir les uns sur les autres, chez les autres. Et donc, j'ai des pages Facebook qui tournent, comme si c'était des personnages réels. Quand je disais Rachel Charlus, elle a sa vie. Hein, elle est un peu érotomane, légèrement, très, très bourgeoisement érotomane. Je dirais même aristocratiquement érotomane. Et d'en faire des provocations. Par exemple, c'est une provocation. Vous savez que Facebook se vantait de ne laisser passer aucune image de nu, par exemple, à un moment. Rachel Charlus, elle ne publie que des nus. Alors évidemment, ça passe pour Facebook parce qu'elle prend que des nus artistiques. Elle prend des nus dans la tradition, des nus qu'elle trouve un peu partout, elle fout des nus partout. Voilà. Bon, Facebook n'a jamais protesté. Donc leur filtre, je ne sais pas comment il marche, mais en tout cas, ils n'ont jamais protesté pour Rachel Charlus. Alors ils avaient protesté pour Germaine Proust, qui une fois a publié un nu, qui a été censurée pour Facebook. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Donc, elle a protesté à son tour en disant que... Bon. Et donc, petit à petit, j'en suis arrivé à une littérature où toute ma vie se déverse. Je le dis franchement. Toute ma vie, alors sous plusieurs formes. Par exemple, je lis un roman qui m'intéresse. Si j'ai accès à son fichier texte, je n'ai pas toujours, mais il y en a beaucoup, je l'intègre dans mes bases de données. C'est pour ça que j'ai 2 millions de quanta actuellement. Alors, je le fais traiter avant, évidemment, parce que ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que je fais déstructurer les phrases, je les fais réécrire, je les fais modifier, mettre des codifications. Bon, ça,
Alors des fois, ça fait un peu de bruit, donc il y a des fautes, parce que comme c'est automatique, il n'a pas l'intelligence d'un humain pour savoir comment coder les choses. Mais dans l'ensemble, ça marche. Et tout ce que j'ai envie de dire, par exemple sur ma page Facebook, je joue avec Facebook, je joue beaucoup avec mes amis, avec Facebook, ben ça va rejoindre mes univers de données. Donc ce qui fait que maintenant, les générateurs de texte, alors j'en crée plus de générateurs de texte, il y en a... Je sais pas, il y en a 30 ou 40 qui tournent en permanence, donc je ne vais pas en créer d'autres, contiennent à la fois la littérature que j'aime et ma vie. Par exemple, je peux mettre l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, que je viens d'acheter dans ma collection de livres anciens, une très belle édition, magnifique, du XVIIe siècle. Je peux la mettre dans le... Alors, comme je ne l'ai pas en fichier texte, je la mets en partie. J'arrive à trouver les fichiers texte et je l'intègre dans mes bases de données. Ce qui fait que le générateur lui-même, il bouge tout le temps. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si vous demandez, prenons une demande banale, vous pouvez lui demander un paysage. Ben, je ne sais pas quel type de paysage il va vous décrire, parce que ça dépend des données qui se sont intégrées avant, après, pendant, etc. Donc ça fait partie de mes fantasmes. Je vais conclure sur un fantasme sinistre, mais qui plaît beaucoup à Grégory, je ne sais pas pourquoi. J'ai réfléchi sur ce que j'aimerais être à ma tombe. Et en fait, il n'y a qu'une tombe. Alors, sinon, je me fais incinérer, mais il y a une tombe qui m'intéresserait. C'est une tombe qui est faite d'un écran informatique et qui génère en temps réel du texte, en permanence. Qui écrit, qui continue à écrire quand je suis mort, et j'ajoute, quand je suis un peu cynique, avec une caméra qui me filme en train de me décomposer. Mais ça, je pense que ça sera un peu plus difficile à faire accepter. Merci. Donc bonjour, je vais prendre la suite de Jean-Pierre, je m'appelle David Desrimet et j'ai cofondé et co-dirige avec Mathieu Sénac une maison d'édition qui s'appelle Jean Boîte Édition, qui se décrit comme ça. J'ai quelques images, j'en ai pas énormément. Je vais vous dire 2 mots de cette maison d'édition qui a été créée donc en 2011 pour poser le décor qui m'amène plus tard et très récemment à chercher à publier les écrits d'une machine. Mais pour mettre ça un petit peu en situation, je trouve intéressant de vous en dire 2 mots. Donc aujourd'hui, la maison se décrit comme ça. Pardon, il y a pas mal d'anglicismes, il y a pas mal d'anglais, parce qu'une partie des auteurs et des artistes avec lesquels nous travaillons sont anglophones, souvent américains, pas uniquement. Et que lorsque l'on monte cette maison d'édition en 2011, déjà en 2011 c'est une idée curieuse de se dire que ce que l'on va faire de sa vie c'est monter une maison d'édition et réaliser des livres au sens traditionnel du terme pour les vendre. Et une des réponses, ça a été donc d'imaginer, ou plutôt de tomber sur une ligne éditoriale dont je vais vous parler, mais aussi sur une problématique commerciale dont on s'est rendu compte bien plus tard, à l'aide des artistes et des auteurs avec lesquels on travaille, qu'elle avait beaucoup à voir avec Internet, c'est-à-dire que chacun de ces livres est produit pour être vendu le plus possible à travers le monde. Non pas dans des versions, non pas en vendant les droits, mais bien en vendant le même livre à tout le monde par le biais d'un circuit classique de diffusion et de distribution, mais qui a différents interlocuteurs dans chaque pays, qui chacun s'approprie une partie du stock du livre. Ce n'est que bien plus tard que le poète et artiste français Franck Lebovici m'a fait remarquer que c'était une façon de faire qui s'approchait en fait terriblement de la façon dont on fait une page web aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on crée une page, on la pose sur Internet et on imagine que possiblement tout le monde peut y accéder, d'où qu'il soit. Alors ici, le schéma est un peu différent puisqu'il s'agit quand même de livres en papier, et à ce titre, il y a un circuit logistique et il faut déplacer ces livres papier. Mais assez curieusement, dès le premier livre que Grégory évoquait dans son introduction, qui s'appelait The Nine Eyes of Google Street View, ce premier livre reprenait le travail de John Raffman qui venait de passer. Donc nous sommes en 2011 et pendant 3 ans, il a parcouru Google Street View, l'outil de Google qui nous permet d'avancer, de parcourir le monde 25 mètres par 25 mètres et de regarder presque partout autour de nous. Il a parcouru cet outil
pour y faire, à l'intérieur duquel il a fait des photographies. Donc le bouton de la capture d'écran faisant office de déclencheur, il nous offrait ainsi une série de photographies tout à fait inédites, avec une façon de poser le regard tout à fait inédite, puisqu'on pose le regard sur un monde totalement figé, un monde glacé, dans lequel on a le temps de cadrer correctement, enfin en tout cas de cadrer ce que l'on veut, et qui génère du coup des images aussi avec un paratexte et une autre catégorie d'informations, type les flèches ou les noms des rues, qui était extrêmement intéressante. Alors pourquoi cette maison d'édition a été montée initialement? C'est typiquement par la fréquentation de ce genre de travail, uniquement disponible derrière l'écran, et qui, à ce moment-là, et c'est encore le cas aujourd'hui pour un certain nombre de travaux qui n'existent qu'à l'écran, nous font ressentir évidemment des émotions qui ont tout à voir avec la qualité des émotions que l'on a à la fréquentation traditionnelle des œuvres littéraires, des œuvres de l'esprit, d'une bonne exposition, c'est-à-dire le moment où, devant une production, le bouleversement se fait et qu'on n'est plus tout à fait le même. L'idée que ce soit uniquement derrière l'écran et qu'il n'y ait pas à ce moment-là de lien avec nos bibliothèques qui sont des endroits centraux de nos vies et puis de nos maisons. Et puis le fait même que moi, ce que je sais faire dans la vie, à peu de choses près, c'est des livres, essentiellement. Donc cette espèce de fossé qui existait entre ces deux moments, l'extrême qualité et l'intensité des émotions derrière l'écran et l'absence de son incarnation ou de la possibilité de le conserver ou la possibilité de le consulter sans électricité, voire même de le partager et osons même le dire de l'offrir, puisqu'il est bien évident maintenant... il est bien évident maintenant, ça a toujours été évident, mais je trouve que ça l'est encore. Si on veut faire un beau cadeau, si on envoie un lien, ce sera toujours un cadeau absolument affreux. Il y a beaucoup de choses en termes numériques et digitaux qui ne s'offrent pas. Et le livre n'a pas que cette allure symbolique qu'on lui prête. Et je ne veux pas faire une histoire du livre ou de l'édition, mais c'est aussi un outil de partage. Donc, comme vous le voyez, les premiers livres, et là je vais aller très vite sur les premiers livres, sont des livres qui s'intéressent à l'image. On est à l'époque où le réseau majoritaire, le réseau social de l'image, c'est Tumblr, et on a aussi croisé la route de ce Tumblr qui s'appelait Kim Jong-il Looking at Things, et qui chaque jour mettait une image de Kim Jong-il regardant quelque chose avec sa légende, ici Looking at a Radish. Et au moment où on croise la route de ce Tumblr, un des phénomènes aussi extrêmement intéressants, c'est que c'est un des Tumblr les plus suivis au monde. Sauf que pour savoir ça, il faut que Tumblr le signale à l'auteur du Tumblr, puisque aussi, il y a moins de 10 ans de maintenant, les éléments de notoriété et les éléments d'intérêt des choses qui se faisaient en ligne n'étaient pas nécessairement la notoriété en question de ces plateformes, de ces pages ou de ces blogs, par exemple. Donc aujourd'hui, on sait que le nombre de personnes qui suivent ou qui aiment ou qui commentent quelque chose en ligne en détermine d'une certaine façon la qualité. Là, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il fallait se faire un peu confiance et se dire, tiens, si je suis et je m'intéresse à cette chose-là, ça n'est pas uniquement parce qu'on est 1 million à le faire, mais parce que ça m'intéresse. Donc ça aussi, c'était un phénomène intéressant. C'est du coup, à partir de ce livre-là, qui est le second, que chaque livre s'est accompagné d'un petit essai qui vient, poser les questions qu'on se posait nous-mêmes. Ici, l'essai s'appelle « Regardez Kim Jong-il, regardez des choses ». Et en gros, pose la question de ce qu'est une image virale, un mème, ou la répétition du même thème qu'a rendu possible, qu'a multiplié, en tout cas qu'a décuplé Internet. Donc ces préoccupations autour de l'image devenue livre, ici, nous ont emmené à cet autre opus dont Grégory vous a également parlé. C'est le travail de 2 jeunes artistes anglais, dont le collectif s'appelle King Zog, qui ont pris le Oxford Dictionary et ses 24 000 mots, récupérés ici dans un fichier texte, pour remplacer chacun des mots par la première réponse dans Google Images pour ce mot en question, reconstituant ainsi des colonnes d'images qui rappellent les colonnes du dictionnaire et qui nous présentent chaque image dans l'ordre alphabétique des mots d'origine, tous les mots ayant disparu au profit de cette image. Alors là, il nous a semblé aussi, on est ici en 2013, qu'on était face à un phénomène tout à fait bouleversant
et à la capacité qu'on avait à accorder du crédit à cet outil en lui disant voilà un mot et la première réponse est supposée la plus pertinente. Alors, on pourrait discuter de la pertinence en question, mais disons que l'approche que l'on en a et l'approche qu'on en a en tant que public est tout de même celle-ci. Ce qui est intéressant de voir dans ce livre, il y a bien des choses qui sont intéressantes. Par exemple, ici, le fait que même les numéros de page sont en fait la première réponse en image à chaque folio du dictionnaire d'origine, 662, 663, etc., à quelle image correspond chaque numéro, et qu'il a fallu, par exemple, construire un petit logiciel qui fasse le travail de mise en page. Et ça aussi était intéressant, un petit logiciel qui a été paramétré avec le designer du livre pour dire, voilà la largeur d'une colonne, on prend un mot, 2, 3, et quand on a atteint tel niveau de la page, on passe à la colonne d'après. Et quand on a fait 3 colonnes, on cherche le numéro auquel on s'était arrêté à la page d'avant, on l'installe en pied de page, on génère cette image JPEG en haute définition et on recommence sur la page d'après, etc., etc., etc. Donc ça a rendu l'affaire possible. Ça rendra aussi l'affaire possible l'année prochaine, puisque cet ouvrage-là, qui s'appelle Google Volume 1, a aussi été imaginé dans l'esprit d'un volume 2, c'est-à-dire plusieurs années plus tard, lorsque toutes les images ont changé, mais que relativement peu de mots ont évolué, la langue évoluant quand même relativement doucement, eh bien, nous allons générer à nouveau cette somme. Alors ici, ça fait 1400 pages, c'est très lourd, ça fait 4 kilos, c'est un gros volume, c'est une édition de 1000 exemplaires, aujourd'hui épuisée, qui viendra fréquenter dans nos bibliothèques son jumeau, enfin en tout cas sa mise à jour de 7 ou 8 années après. Donc ça nous a énormément stimulé, excité, et nous a mené à une autre réflexion et à la rencontre avec un monsieur effectivement qui s'appelle Kenneth Goldsmith. Kenneth Goldsmith est américain, il enseigne à l'université de Penn et il est aussi connu pour être le fondateur et aujourd'hui encore celui qui s'occupe du site UbuWeb. UbuWeb comme Ubu, comme le roi Ubu, est une base d'archives colossale que vous connaissez sûrement, qui ne fait pas que recenser, qui propose à la lecture l'art d'avant-garde des années 20 à nos jours, dans une espèce de réseau tentaculaire qui est toujours en HTML1, donc extrêmement simple, qui n'a pas bougé depuis 1996 et qui est un site tout à fait un gouffre dans lequel plonger. Kenneth Goldsmith est aussi l'auteur aux États-Unis d'un livre central qui s'appelle Uncreative Writing et qui cherche à comprendre, le sous-titre étant Managing Language in the Digital Age, qui cherche à comprendre ce que les écrans et l'ère numérique a fait à notre rapport à la langue, à la façon dont on la fragmente, à la façon dont on émet, on reçoit du texte et tout ce qui est texte derrière la peau des images. Ça a été une rencontre effectivement assez bouleversante. La première collaboration avec Kenneth Goldsmith, c'est ce livre-là qui s'appelle Theory, et qui est en fait une ramette de papier qui contient 500 feuilles sur lesquelles sont imprimés 500 textes qui sont des courts poèmes, parfois des tweets, des histoires, qui viennent justement plutôt théoriques dans l'ensemble, qui viennent aborder par touche l'ensemble de ces questions. J'ai mis comme ça quelques extraits extrêmement courts, toujours en anglais, qui est la langue dans laquelle ça a été écrit. Cet ouvrage, je le signale en passant, a été aussi le premier que nous avons fait en 2 versions, une version anglaise et une version française, alors que traditionnellement, tous les livres que nous publions sont à la fois en français et en anglais. Donc on y trouve effectivement les aphorismes contemporains ou les aphorismes du contemporain. Rencontre qui, du coup, renforce notre relation avec le texte. Je ne vais pas trop m'étendre sur l'histoire de la maison d'édition pour aller plus vite à celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que chemin faisant et en s'étant intéressé à ce que les écrans ont fait au texte aujourd'hui, je fais juste une petite parenthèse pour citer ce Kenneth Goldsmith et le moment qui a créé la bascule, qui est au début de ce livre Uncreative Writing, que nous avons publié en français, qui a été traduit par François Bon, sous le titre L'écriture sans écriture. Au tout début, Goldsmith fait cette analogie qui, moi, m'avait frappé. Analogie qui dit ceci:
À la naissance de la photographie, et on trouve une salle qui témoigne de ça au musée d'Orsay, à la naissance de la photographie, dit-il, la pratique de la peinture est bouleversée, ça c'est une évidence. Et la peinture, comme méthode, comme acte créatif, va trouver d'autres chemins, d'autres façons de se poursuivre, et va trouver surtout d'autres trajectoires. C'est-à-dire que l'arrivée de la photographie bouleverse la production picturale au sens de la reproduction du réel qui ne pourra plus être la même après comme avant, mais qui n'annule pas la qualité de la peinture, qui du coup va changer de trajectoire et déployer d'autres trajectoires. Ce sera tous les grands courants de la fin du 19e et du 20e siècle. Mais d'une certaine façon, le monde a changé définitivement. Le postulat de Goldsmith est que quelque chose d'équivalent se produit pour le texte à l'heure numérique, et que si cela n'enlève rien à notre plaisir à écrire ou à lire des romans ou de la poésie comme elle a été faite, néanmoins, les trajectoires de cette création ont changé et on ne peut plus aborder le texte avant comme après, comme maintenant. Ça était bouleversant, et ça nous a mené des années plus tard à une autre rencontre, qui est donc celle d'un monsieur qui s'appelle ici Ross Goodwin, qu'on appelle The Writer of Writer. Et c'est une rencontre sur laquelle je vais revenir très simplement. Il y a 2 ans de ça, un monsieur qui s'appelle Damien Henry, qui est aujourd'hui le directeur de l'innovation de Google Arts and Culture, que vous connaissez peut-être, qui est aussi un monsieur connu pour avoir inventé le cardboard, qui est cet outil conçu par Google, qui est une petite boîte en carton dans laquelle on met son téléphone pour faire des expériences de réalité virtuelle, qui est un outil extrêmement simple, qui coûte rien, et qui permet quand même de faire une première expérience de monde virtuel dans lequel on se plonge. Bref, ce monsieur Damien Henry me dit: eh bien, nous venons juste d'intégrer dans les équipes un type formidable, il faut absolument que tu le rencontres, il s'appelle Ross Goodwin, et donc nous allons déjeuner, et il va nous parler de son projet. Je vais à ce stade-là faire une petite pause pour vous montrer un petit film qui venait lui aussi d'être réalisé, un film d'un monsieur Lewis Rapkin, et qui nous indique, qui nous plonge, c'est très court, hein, ça fait même pas 10 minutes, dans la création de ce roman qui s'appelle One the Road, puisque donc ce Ross Goodwin, au moment où on le rencontre, nous dit voilà, pendant plusieurs années, il y a quelques années, j'ai conçu un réseau de neurones artificiels qu'il a en partie, bien sûr, comme c'est toujours le cas pour ces réseaux de neurones, construit par collage de code existant, à quoi il a ajouté, sophistiqué et lié l'ensemble avec ses propres codes. Puis ensuite, il n'est plus question de code, il est question d'entraînement et d'évolution de cette machine. Et donc il nous dit, pendant plusieurs années, j'ai travaillé, j'ai éduqué mon réseau de neurones artificiels jusqu'à un moment récent, c'était donc ça il y a 2 ans, où je lui ai fait prendre la route pour écrire son premier roman ou sa première nouvelle. Et ce que je vais vous dire ensuite est un petit peu l'histoire de cette construction. Je vous montre juste d'abord, très rapidement, le petit film comme ça. Above sea, and 20.1 miles is a striking number. Most profound reasons for making this most design recent. Yes. What are you doing? What are you doing all day? What are you doing all day? I think I might say only to see the world for him. I have no idea about it. To ascribe authorship to a computational system invokes a lot of conflicting definitions of what writing is and what an author is, primarily because when we read, we empathize with somebody on the other side of it. So when we talk about artificial intelligence, we're talking about something very technical. We're talking about a definition of intelligence that doesn't have human attributes that we associate with art.
So putting those two together can be upsetting for people because art is something that is such a strong part of our identity as humans. Cave paintings. When this poetry comes out, that Ross has designed all of the parameters around, all the technical parameters. Who is the author? Tech art isn't fully being accepted yet because of these exact questions, because people can't really grab onto that, and they're not necessarily buying that AI deserves to be considered a humanist entity. So who is writing the poetry? I really don't know how, I don't really know how to answer that question. So I'm mounting this Axis 3007 surveillance camera on the trunk of a car. My name is Ross Goodwin. I am not a poet. I'm a creative technologist, hacker, gonzo data scientist, artificial intelligence expert. I started my career in my early 20s as a political ghostwriter for President Obama as a presidential writer. I went from ghostwriting to artificial intelligence. It started with learning to code. I was able to put books that I liked into this machine that could suddenly learn how to write like my favorite authors, and it was intoxicating. There's 22 rolls of paper in here. Each one has 127 feet of paper on it. And I did the math at one point, and I have enough rolls to make 1 million words, which will be the longest novel in the English language, I think. Google has seen fit to rent us a Cadillac, and the idea is that we're going to generate a story with the car. We'll be writing with the car as our instrument. It's going to have GPS, surveillance camera, microphone inside, and a clock to narrate our experiences. That camera's being held on by some rare earth neodymium magnets that have about 10 pounds of force each, holding this to the trunk, so it's very secure. Okay. Oh, crap. That's not good. It says further on the bottom because it's supposed to be a reference to the electric Kool-Aid acid test with Ken Kesey. They had a bus called Further, but that was actually the destination of the bus, was Further. So I'm hoping that's our destination on this trip as well. It was 9:30 in the morning. The streets were beginning to sway above the street, and the day had fired an inch in the distance, and the tracks twitched. The road is dark, and it grows into the sky. A tree in the distance was more and more still. The steep bed was set and stretched in the sun. A strange way of life. This is a machine that, when it starts learning, it's just spitting out random messes of letters and spaces and punctuation. No words are even in there. This is a machine that learns, by looking at books that humans have written, what words are, what grammar is, and how to put together ideas into sensical sounding sentences. And it's not quite human level. I mean, this is more like an insect brain that's learned how to write. We're in New Jersey. The machine is out, it's stretching its legs. It's been really interesting watching the text come out, because I've just demoed this in my apartment, and to see such rapid changes in scenery, it's like baby's first road trip. I wouldn't say that it's alive, but I would call it an entity, and we're showing it the world for the first time. The car work is Ross's interpretation of the classic American literary road trip. So on the road, the electric Kool-Aid acid test, the sort of archetypal notion of this American literary road trip is being translated into something that involves neural nets and computation and technology. We can look at the points where you did make decisions. Like I'm looking at this line that says BP, a gas station in Smithfield, right? So you're pulling data from Foursquare. This is an example of where the machine has actually subverted my influence. That's supposed to continue on for another couple lines, ideally. But like the machine often just chooses to end the sentence at the end of the Foursquare data point. Saying that the machine chooses something. Oh yeah, is obviously like, I'm oversimplifying it's like, well, but I mean, it's so hard for us to talk around it. One of the challenges is that we are in a frontier and we don't have language for it. So we're kind of making things up as we go along. We're unpacking new abilities that have huge impacts, and we have to be very careful. Technology is not an other.
Technology is part of us. It always has been. We have shortcuts because we use cooking fires. We wear glasses. We take medicine. It's part of us. We're all cyborgs. We always have been. And artificial intelligence, machine intelligence, is the latest iteration in a very long story. That's really a story of augmentation more than a story of replacement. As you can see, we got a lot yesterday. It's all here. 2 more rolls like this, and then all this stuff on the seat there. We've got quite a lot of words so far. I think trashing the inside of the car is just part of the experience really here. You look at what automation can provide and you can remove a lot of costs and increase efficiency. Those costs are funding human existence, people's lives. I think some of the scary things that people associate with AI is that AI will replace humans. And I think that Ross's work challenges that by suggesting that there might be some sort of a collaborative future. It was It was 10:39 in the morning, and there was no trace of any factory in the open. Walmart Supercenter, a big box store in New Orleans. And the headlights had been given rise to consciousness. Power lines in the sky, he said. This is a building that brings the prisoners to the station. And the water is a new story, the country said. Abandoned power station, a building in New Orleans of the Middle Ages, which contained the call of a section of the countryside, where the group of couples had been born and came. A building in New Orleans. The station was the house of the 4th grade, of the first story of the country. With AI, I'm most excited about the idea that I could have this companion that knows me better than anyone and that I can create things with, that is custom tailored to my needs, that will do exactly what I need it to do to help me produce work that's beyond my native capacity right now. For me, AI is really about giving people the tools to reach beyond their native capacities. That's what technology is about in general. There's an empowerment that's possible. How we handle that as a culture, how we handle it politically, how we handle it as a society, really will determine what impact this technology has. It's really in our hands. Will they be creative extensions of our intellect and our creativity? Will they be things that undermine our economy? Those are all being put on the table right now. And we need people like Ross and other artists that work with this technology to show us possibilities that are not going to be clearly visible within the structure of a large corporation. We have a lot to learn as far as the creative parameters within machine intelligence. In the future, we're going to see artists and just humans generally collaborating with machine intelligence. They will be creative and they will be emotional. And they will be loving even, though we can't imagine that right now. What we're seeing right now in projects like this is just going to be the beginning of that. There was a smell of bread. White clouds and blue sky were shining, and his head was still alive. And his eyes were sharp. He was always in the habit of talking to himself. himself. It was a strange thing. It was a strange thing. Voilà.
c'était assez court, mais ce qui était très intéressant dans ce film, donc on y rencontre ce bonhomme-là, Ross Goodwin, le barbu, qui ne vient pas totalement de la littérature, ni totalement d'Internet ou du code. Il le dit très brièvement, mais en fait, à partir de 2008, il est la plume d'Obama pour la campagne, la première campagne, enfin à partir de 2007. Et puis ensuite, il est la plume de John Kerry sur le premier mandat d'Obama. À côté de ça, il y a cette existence, donc il y a ce rapport au texte, qui est un rapport très particulier, qui n'est pas tendu à la littérature, mais qui est tendu à une certaine efficacité, en tout cas un usage du texte, une utilisation du texte. Et à côté de ça, il est tout de même un codeur de génie, qui construit donc cette intelligence artificielle et qui la nourrit, là il ne le dit pas, mais nous on le sait, d'environ 500 livres en anglais. Donc pas forcément des livres nativement anglo-saxons, parfois des traductions, qui sont tout ce que cette machine va connaître du monde. Donc on est, je pense, dans une forme simplifiée de ce que disait Jean-Pierre sur les Quantai, la façon dont lui traite les choses. Là, on a 500 livres qui vont fournir l'ensemble de la connaissance à cette machine, qui va ensuite être donc incluse dans cette voiture, branchée à une caméra, un GPS, un microphone et une horloge, qui vont constituer, tous les quatre, ses yeux, ses oreilles et sa compréhension du monde extérieur, qui vont donc nourrir la machine d'un flux, à partir de quoi elle va utiliser ce qu'elle sait pour produire à nouveau du texte qui va prendre la forme qui est derrière moi. Enfin, initialement, qui ne prend pas la forme qui est derrière moi, puisqu'initialement, elle s'inscrit sur les rouleaux d'imprimantes de tickets de carte bleue que vous avez vus, qui, d'après les auteurs, était l'outil d'impression le plus rapide et le plus adapté pour suivre la cadence de la machine. Vous voyez aussi sortir ces petits pavés en noir et blanc qui sont en fait la reproduction ASCII art, donc les images formées par des petits caractères qui sont les images issues de la caméra, en réalité, que la machine transcrit à travers ces petits caractères pour mieux les intégrer au flux. Ils vont aller de Brooklyn à la Nouvelle-Orléans, qui est l'une des routes de Jack Kerouac pour On the Road, laissant cette fois-ci la machine écrire. Et donc, lorsqu'il se présente, et c'est ce qui faisait l'objet de mon petit texte de présentation de cette intervention, lorsque je rencontre Ross Goodwin, ce voyage-là vient d'être réalisé. Il a été, il le signale, sponsorisé par cette branche de Google qui s'appelle AMI, pour Artist plus Machine Intelligence, qui s'est intéressé à ce projet et qui leur a alloué la Cadillac. Et donc, il se présente avec un manuscrit, tout à fait papier, cette fois-ci, qui, lorsqu'on l'ouvre, nous montre que la première phrase est « It was 7 minutes to 10 in the morning and it was the only good thing that had happened today ». Et ça, c'est comme ça que la machine commence l'écriture. Et je me suis quand même dit sur le moment, waouh, c'est tonitruant comme entrée en matière. Et ça continue. Pour le coup, ce qui est très intéressant et ce que je n'avais pas encore vu dans les écrits produits par une machine, donc dès la troisième phrase, ça ouvre un dialogue. Il ouvre les guillemets, il dit « What is it ?» fermez les guillemets. « The painter asked ». Donc, que se passe-t-il ? Demande le peintre. D'un coup, dès la troisième phrase, apparaît ce personnage du peintre que l'on va retrouver tout au long du manuscrit, dont on ne saura finalement pas grand-chose. On ne sait surtout pas d'où il vient, en réalité. Est-ce qu'il y avait un peintre dans la rue à ce moment-là ? Est-ce que c'est difficile à dire ? Et il va revenir et il ne va pas structurer, mais au moins il va fonctionner comme une sorte de doudou tout au long de la lecture, puisqu'il y aura quand même un personnage familier, alors que les blocs de texte, tels que vous les voyez ici, parfois s'enchaînent, parfois se rappellent les uns les autres, mais fonctionnent plus comme une poésie beat, en effet, que comme un roman continu. Néanmoins, c'était une lecture extrêmement intéressante. Ce qui était intéressant, c'est aussi toutes les étapes à la fois de réflexion et de travail que ça a mené. Donc moi, je récupère ce travail, enfin, je découvre ce travail et j'entame la réflexion lorsque tout ça est réalisé. Néanmoins, me disent-ils, ce n'est pas encore un projet qui a vraiment rencontré son public. On ne sait pas bien quoi en faire. Et notre rêve serait d'en faire un livre, ce à quoi très rapidement je dis oui, c'est une très bonne idée, faisons cela. Sauf que par exemple, le premier manuscrit fait 600 pages. C'est colossal et
je le lis, et effectivement, on passe par tout un tas de phases, et il y a plein de choses extrêmement intéressantes, mais en fait, c'est beaucoup trop long, à mon sens, pour être proposé à un public et pour se dire, si je devais imaginer un ouvrage à proposer au grand public est une notion floue et délicate à manipuler, mais disons à la plus large audience possible, en leur disant voici ce qu'a écrit une machine et c'est digne de votre intérêt de lecteur, si vous êtes un lecteur, même si vous êtes un lecteur, disons, normal, comme moi par exemple. Donc si je dois proposer ça, j'ai envie de proposer quelque chose de plus court, qui soit moins impressionnant et qui finalement ne nuise pas, disons, à la qualité de cette écriture, mais en resserre le muscle. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a un travail d'édition ici qui consiste à passer de 600 à 120 pages à peu près, donc quand même un travail de coupe colossal, qui n'intervient sur aucune des phrases ou aucun des blocs, mais qui ôte des parties entières estimées par nous, pour le coup, en bonne intelligence avec l'auteur, plus courtes, plus intéressant, plus dense. Ben parce que, a priori, justement, on était passé là dans une autre gamme de préoccupations, qui était plutôt les nôtres, les miennes, qui consistait tout de même à donner à lire et à proposer au lecteur un livre qui partage un certain nombre de leurs codes et habitudes de lecture. Par exemple, il y a autre chose qui est intéressant, et je vais y répondre dans le même esprit. Il ne s'agissait plus à ce moment-là de sophistiquer par la machine ou d'aller monter le degré technologique de cette expérience, qui était déjà, à mon sens, assez abouti. La question s'est posée pour la traduction. Cette machine a écrit en anglais. On aurait pu imaginer que la traduction soit faite ou par un humain, ce qui aurait été un élément intéressant, c'est-à-dire on aurait confié à un traducteur la tâche de traduire cette machine, et la tâche est excitante, même intellectuellement. Ou on aurait pu le confier à une machine, puisque la traduction automatique aujourd'hui a atteint des niveaux de sophistication et de qualité tels que ça ne pose pas de problème. Mais en fait, l'un comme l'autre ajoutait un niveau de sens qui me semblait trop important à cette étape-là. Cette étape-là consistait à pouvoir proposer un message simple. On a en main le premier roman, ce qui n'est pas vrai, mais enfin, il y avait un élément comme ça de discours. Le premier roman écrit par une machine que l'on a envie de lire du début à la fin et que l'on va présenter comme tel. C'est donc des enjeux d'édition ici qu'on présidait à ça. Sur la question de l'auteur aussi, c'était intéressant, puisque pendant très longtemps, ce livre a eu un auteur qui s'appelait WordCar, qui était le nom du programme installé dans cette voiture. Et donc le livre s'appelait On the Road by WordCar. Et au fur et à mesure de conversation, c'est une idée qui s'est effritée pour se dire, en faisant ça, pour le coup, le message qui passe et qu'on a remplacé l'auteur par la machine et que du coup on est en train de rejouer cette espèce d'idée que la machine peut ou va, ou la question est-ce qu'elle va remplacer l'auteur, alors qu'en fait c'est pas ça. On pense que c'est pas ça. L'auteur lui-même n'était pas à l'aise avec cette idée-là et du coup on s'est orienté, c'est d'ailleurs un peu comme ça que s'est présenté Jean-Pierre tout à l'heure, il s'appelle The Writer of Writer, il est l'auteur de l'auteur. Donc On the Road, ce livre, est Writer of Writer, Ross Goodwin. Et finalement, l'identité de la machine elle-même a quasiment disparu de l'emballage. Et j'insiste sur l'emballage parce qu'en fait, ici, et ce sur quoi moi j'ai été invité pour... ce pourquoi j'ai été invité pour vous parler, c'est ces questions-là qu'on pourrait appeler d'édition, que là j'appelle d'emballage, mais c'est-à-dire qu'est-ce que cette matière, comment on a eu envie de partager cette matière et cette expérience qui, pour de vrai, est tout à fait spectaculaire à la lecture. Donc, par exemple, une des contraintes, une fois qu'on a eu ce texte, ce n'était pas de rappeler le rouleau, d'abord parce qu'en production, c'est compliqué, et puis ce n'était pas le plus intéressant. C'était donc de trouver un certain nombre d'éléments de partage, le fait que le message est simple et unique, on tient en main un écrit par une machine qui est de façon sans précédent, aussi intéressant, aussi longuement. Il est aussi enraciné dans des traditions littéraires beaucoup plus classiques, c'est le road trip américain. Il est aussi enraciné dans cette écriture de la Beat Generation, dans tout cet imaginaire lui aussi très américain. Néanmoins, les racines
plonge profondément dans la tradition littéraire. Et ça nous intéressait. Ensuite, la question est, très bien, on a envie de faire un livre. Moi, j'aime faire des livres. Et donc, on travaille avec notre designer. Et là, la contrainte pour la maquette et la mise en page est la suivante. Très bien. On sait à peu près aujourd'hui comment on maquetterait, comment on mettrait en page un roman, comment on mettrait en page une pièce de théâtre. Très bien. Mais alors, comment est-ce qu'on mettrait en page? Comment on peut inventer le canon de la mise en page d'une écriture réalisée par une machine, d'un livre écrit par une machine. Alors bien sûr, on n'a pas atteint ce stade-là, mais c'était un cadre de travail qui était extrêmement intéressant de chercher un canon. Comment on pourrait se dire, tiens, j'ouvre ce livre et je comprends tout de suite qu'il est écrit par une machine, par sa mise en page, comme je comprendrais tout de suite que c'est une pièce de théâtre par sa mise en page. Donc la contrainte a donné ceci. Ce qui est très bien, et en général, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir bossé, parce que l'idée, c'est pas de nous voir en train de peiner à la tâche, mais c'est plutôt d'aller vers cette précise largeur de colonne qui permet du coup aussi de diffuser les images en ASCII et de les voir à peu près se distinguer comme images, et non pas juste comme amas de petits caractères, d'avoir en face ici, je sais pas si... Oui, ça se voit très bien. L'heure, la machine donc est connectée à une horloge et au début, pendant une partie, elle est obsédée par l'heure qu'il est. Toutes les premières phrases commencent par le fait, elle donne l'heure. Et puis petit à petit, ça passe. Par exemple, sur cette double page, qui est déjà assez loin dans le livre, page 73, ça n'arrive presque plus. Elle parle de « A white line on the ground began to begin ». Donc il y a aussi des jeux avec la langue, des accidents comme ça, qui en réalité, je ne vous dis pas que ça se lit d'une traite, mais ça se lit extrêmement bien. Donc voilà, par exemple, cette contrainte de graphisme était extrêmement intéressant. On a abouti à ce résultat qu'aujourd'hui encore je trouve très heureux. Le format du livre se voit pas à l'écran, mais c'est en gros un livre qui est grand comme un iPad, quoi. Dans une couverture un petit peu rigide, dans la tradition du first edition d'un roman anglo-saxon. Et à partir de là, en effet, donc il y a quelques essais qui accompagnent au début. Et à partir de là, en effet, ce qui est très intéressant de voir, c'est que ce projet a attiré une attention qu'il n'avait pas attirée jusqu'ici, notamment une attention des univers plus littéraires, mais même des univers techniques et scientifiques. Je prends pour exemple le moment où on a été invité par un festival qui est en haut, là, qui s'appelle IDFA, mais là, ça grille un peu mon truc, mais qui se tient à Amsterdam, qui est le International Documentary Film Festival in Amsterdam, qui est un très grand festival, qui est un peu notre Sundance européen, qui depuis 15 ans a une compétition qui s'appelle DocLab, qui cherche les formes nouvelles du documentaire, qui cherche tout ce qui est perspective du documentaire à l'heure numérique. Et donc, depuis une douzaine d'années, ils ont récompensé les webdocs quand ils sont arrivés, les expériences en réalité virtuelle en documentaire quand elles sont arrivées. Et cette année-là, ils avaient sélectionné ce livre pour témoigner d'une forme narrative inédite et nouvelle dans le storytelling digital. Et plus surprenant encore, ils ont récompensé ce bouquin, qui a remporté cette compétition, comme meilleur storytelling digital possible, cette fois-ci sous la forme d'un livre. Alors ça, c'est un phénomène très spectaculaire, puisque, encore une fois, à côté, il y avait tout un tas de projets qui étaient des merveilleux projets de documentaires, mais c'est finalement le bouquin, et cette forme particulière de traitement de ce travail, donc la construction de l'intelligence artificielle, la connexion à la voiture, le fait que ça ait écrit sur la route et l'ensemble de ce dispositif, c'est dans cette incarnation-là que le texte et le projet s'est véritablement révélé. Après, il a reçu d'autres prix, comme celui-ci, le Digital Dozen, qui est décerné par Columbia University, pareil, pour un prix qui s'appelle Breakthrough in Storytelling. Et ça vient un petit peu, on était très heureux de tous ces événements. Voici l'auteur à Amsterdam. Devant, d'ailleurs, le festival avait acheté une voiture. On a découvert au dernier moment que c'était cette voiture qu'ils avaient achetée pour mettre devant le lieu du festival, donc, et à l'intérieur de laquelle était réinstallée la machine. La caméra est sur la portière que vous voyez ici. Et
il y avait un petit haut-parleur au-dessus qui diffusait en continu ce que la machine voyait autour d'elle. Donc cette fois-ci, c'était la même machine qui décrivait ce qui était en train de se passer à l'endroit où elle était tout de suite. Donc ça c'est assez récent, c'était l'an dernier. Bon, je vous passe un petit peu les photos de vacances. Mais je ne vous passe pas celle-ci parce que il était intéressant donc de voir Ross Goodwin parler de ce livre. Et puis j'avais une très bonne photo de moi en train de parler de Ross Goodwin parlant de ce livre. Donc si quelqu'un veut bien prendre une troisième photo, Grégory, comme ça on pourra poursuivre un petit peu cette séquence. Mais c'est néanmoins très intéressant Enfin, l'ensemble du dispositif nous a beaucoup passionnés. On a donc imaginé ce début, cette collection qu'on a appelée Art plus Machine, et qui nous pousse à nous demander quelles sont les prochaines productions que l'on a envie de réaliser en livre. Et je vais juste conclure très, très simplement sur cette question de la réalisation du livre, ou du livre comme... c'était quoi ? Ah oui, du livre comme le support que l'on a envie d'utiliser. C'est vraiment très anachronique, cette affaire de réaliser des ouvrages en papier, alors que l'ensemble de ces projets, ceux dont je vous ai parlé au début en images, jusqu'à celui-ci, existent et sont en réalité très bien incarnés à l'écran. Néanmoins, j'y tiens moi beaucoup, et c'est aujourd'hui mon activité centrale, de savoir, ou plutôt de choisir et de travailler à certains endroits, à figer le flux, et à se dire, arrêtons-nous une seconde sur ce projet, ce travail en particulier, pour en réaliser un objet qui, dans l'instant, du coup, acquiert un autre statut et permet une autre diffusion, qui est celle du livre, mais qui aussi, dans le temps, nous permet de nous retourner et de repenser les différentes séquences vécues récemment, disons par exemple dans les 15 dernières années d'évolution massive d'Internet. Alors aujourd'hui, c'est intéressant, et ça, on ne l'avait pas anticipé comme ça, mais on a affaire plutôt, effectivement, en parlant d'Internet, à un environnement stabilisé, donc on n'attend pas de rupture majeure tout de suite, ni dans les usages, ni dans les technologies. Encore que ça, on verra. Néanmoins, comment on peut vraiment conserver la trace de tout cela ? On peut faire des captures d'écran, on peut faire un certain nombre de choses, même si on ne sait pas quoi en faire ensuite. Nous, on fait les livres que l'on a envie de posséder, d'avoir, de mettre dans nos bibliothèques à cette heure-là, à l'heure numérique. Et c'est très important, cette affaire de mettre dans la bibliothèque, pour nous, au sens où, finalement, ce One the Road, mais aussi un certain nombre de choses dont j'ai entendu parler tout à l'heure, pour moi, a tout à fait vocation à fréquenter nos ouvrages préférés ou à fréquenter des séquences de vie. Moi, quelle que soit la façon dont on organise sa bibliothèque, moi, elle est plutôt organisée en moment de vie, avec des livres que même si je n'ai pas lus, je sais quand je les ai achetés, et qui me racontent ce moment-là. Cela aussi, alors c'est encore plus évident pour l'exemple tout à l'heure du dictionnaire en images, puisque les images elles-mêmes sont inscrites dans un instant, un environnement visuel précis, mais c'est vrai aussi pour ce genre de projet. Et moi, je l'ai abordé en plus, non pas comme un fin connaisseur, mais plutôt comme un néophyte, c'est-à-dire que j'y ai vu quelque chose d'absolument révolutionnaire et incroyable au tout début. Après, j'ai bien compris que ce n'était pas le cas, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ancré dans une histoire de la technologie et de la génération littéraire. Néanmoins, on a quand même un phénomène et un moment de bascule, à moins que je me trompe, et j'espère qu'on me le dira, et que... oui, Grégory me le dira. C'est plutôt ce sentiment-là aussi que l'on souhaite préserver par la production de ce type d'ouvrage. Bon, on travaille aussi à faire des ouvrages qui soient d'une qualité que l'on a envie de conserver, des ouvrages des objets de désir, eux-mêmes. Mais encore une fois, on les conçoit vraiment comme des marqueurs temporels. Pardon, j'ai fini. Ça y est. Qui est le propre du discours de Google par rapport à l'intelligence artificielle ? En réalité, au début, nous, on ne l'a pas envisagé sous cet angle-là parce que je vous montrais ce petit film qui était déjà réalisé à ce moment, parce qu'aussi, je ne suis pas certain que ça reprenne totalement tous les codes, au sens où finalement, Google ne s'est pas fait le relais, par exemple, de ce projet, qui ne répond pas à ce qu'ils ont envie de raconter.
Et du coup, c'était un peu ceux qui ont fait ça, en tout cas, sont un peu les trublions de la bande. Et quand j'ai découvert ce projet, j'ai pas découvert ce petit film, j'ai découvert le manuscrit, et j'y ai pas pensé en ces termes-là, si tu veux. Pas du tout, en tout cas, au terme de s'approprier un discours positif ou négatif, ou en tout cas qualifié sur la question. J'ai plutôt été concentré sur le manuscrit, le texte qui nous a été remis, et la capacité qu'on avait à poursuivre notre travail autour du texte à l'heure de l'écran. Ensuite, si je me suis permis de vous montrer ce petit film, qui, c'est vrai, a beaucoup à voir avec le film d'entreprise, pour tout dire, c'est même ce petit film que l'auteur avait proposé au festival à Amsterdam, qu'il a refusé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film assez mauvais en réalité. Ce qui était intéressant de voir ici entre nous, c'était que quand même on voyait bien le processus de création à l'œuvre et les différentes étapes, c'est-à-dire quelque chose de relativement artisanal tout de même, sauf le petit film et la Cadillac, mis au service de la production de ce texte. Donc, j'ai pas de retour qualitatif comme ça sur la portée du message. Ensuite, lorsqu'on a présenté le projet, et notamment dans ce festival à Amsterdam, il était présenté au programme comme un requiem pour le moteur à combustion, justement. C'est-à-dire le dernier grand moment où on allait précisément abuser de ressources dans cette perspective, et qu'on allait maintenant s'arrêter. C'est pour ça que la voiture que vous voyez sur le parvis ne bouge pas. Et qu'on allait... et que c'était comme ça, c'était le requiem de ce monde dont là on avait atteint le paroxysme, et que maintenant on allait basculer. Moi j'ai deux questions. La première, c'est plutôt une remarque, ce contraste entre ce que disait Jean-Pierre sur cette espèce de sentiment d'être dépassé, et puis donc on passe à un autre truc, puis un autre truc, puis un autre, parce que ça nous saoule, puis un autre truc plus intéressant, etc. Ce qui n'est pas du tout le message qui passe du travail de Ross Goodwin. Alors, du coup, la question qui était liée à cette remarque, c'était est-ce que c'est dû au fait que Goodwin n'a fait qu'un livre, ou est-ce qu'il en a fait d'autres? Et quelle est sa pratique d'auteur? Parce qu'il n'en parle pas, en fait. Et comment il se sent? Est-ce qu'il se sent auteur ou pas? Parce que Jean-Pierre, je crois que vous vous sentez auteur, vous avez commencé par écrire, d'abord. Oui, mais qui... Et puis autrement, voilà, donc dans les deux cas, voilà, la réponse sera peut-être différente. Et puis ma deuxième question ou remarque, elle est liée à... Enfin, je trouvais très intéressant cette idée de comment on invente un canon et comment on publie un texte fait par une machine. Là, dans le film, on entend cette voix, ces deux voix, la voix de l'auteur et la voix qui est manipulée pour avoir l'air d'une voix artificielle, qui n'est probablement pas. C'est tellement bien lu qu'on se dit c'est pas possible que ce soit une voix artificielle. Donc là, on sait reconnaître une voix artificielle alors qu'elle ne l'est pas. Il y a des enjolivures et des choses comme ça. Comment... alors, reconnaître un texte artificiel, en général, on utilise les polices de l'ordinateur. Les polices de l'ordinateur des années 70, aujourd'hui, reviennent encore. Est-ce que, dans vos pratiques l'un et l'autre, vous arriveriez à définir ce canon qui n'est pas exactement celui qui a suivi, justement, le livre On the Road, puisque la police, et je crois que c'est une police de genre Times, je ne sais plus. Il y en a plusieurs, oui. Il y en a plusieurs. Donc, c'est deux questions que je vous livre. Allez-y. Bon, moi, je ne me sens pas du tout dépassé dans ma démarche. C'est-à-dire que, oui, peut-être, mais en improvisant des choses. Non, en fait, c'est même le contraire. J'ai un fantasme d'éternité, donc je ne me sens pas dépassé. L'anecdote de ma tombe, à la fin, est, je crois, significative. C'est vrai que j'aimerais cette tombe. Et qu'en fait, j'ai l'impression que je continuerai à écrire, même si ce n'est pas moi directement, pendant des siècles. Je sais que ce n'est pas vrai. Puisque, par exemple, je dépends d'un centre serveur qui, lorsque sera plus payé, va couper le canal. Bon, je le sais. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le rapport à l'affiche. Moi, je ne dis plus la publication, je dis à l'affichage des textes.
J'ai fait allusion à quelques-unes de mes installations. J'en ai d'autres. Il y en a une qui a disparu, qui va réapparaître pour l'an prochain. J'allais dire à la demande générale, mais beaucoup de chercheurs demanderaient à la voir. Elle s'appelle Trajectoire, qui est le premier roman génératif interactif de l'histoire qui a eu le prix La Fondation Hachette, etc., mais qui actuellement est inaccessible. Tout dépend. Quand on fait Métapolis au Mexique, on s'adapte aux désirs plasticiens du plastique. Quand je travaille avec Grégory et qu'il fait lui aussi ses livres à tirage unique qui sont magnifiques, c'est Grégory qui décide de la mise en page, etc. Je n'ai pas de problème d'affichage, si vous voulez. Je trouve tout affichage intéressant. L'affichage écran est intéressant parce qu'il permet des tas de jeux sur plastique. L'affichage papier, je ne suis pas contre. J'ai publié des choses. Par exemple, le spectacle dont je vous ai parlé à l'IRCAM, 3 mythologies et un poète aveugle, a été publié sous la forme 101 poèmes du poète aveugle. C'est 101, mais c'est comme lui, il a choisi un certain nombre. On ne peut pas tout publier. Hein. Le problème de ces machines, c'est qu'on ne peut pas tout publier. C'est fait exprès, donc c'est une. Et je considère, moi, que lorsque je publie un des textes, j'ai le droit de regard. Alors, en tant qu'auteur, j'ai le droit de regard sur les productions de ma machine, puisque c'est ma machine et que je l'ai programmée. Et donc, j'avoue que quand on publie, par exemple, 101 poèmes du poète aveugle, on sélectionne 101 poèmes parmi ceux publiables, parce qu'il y en a, des fois, la machine fait des ratés. Et c'est sans intérêt. Ce qui peut passer dans un spectacle, si vous voulez, en temps réel, avec le mouvement, ne passe pas lorsque c'est imprimé. Et notamment dans la perspective que mon voisin a évoquée. Si c'est pour garder dans la bibliothèque, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit... Alors on peut jouer avec la poubelle, hein, on peut faire exprès de fois de mettre des accidents, mais il y a quand même un travail éditorial que vous assumez et que moi j'assume aussi quand je publie. Par exemple, j'ai fait des livres d'artistes, j'en ai pas parlé, mais avec Miguel Chevalier, on a fait un livre d'artistes sur l'herbier. On a regardé les textes avant de les publier. Hein, d'abord parce que ces livres valent suffisamment cher pour que les acheteurs se disent pas mais c'est n'importe quoi. Mais on modifie au minimum. En fait, on prend des textes qui fonctionnent. Et s'il y en a un qui ne fonctionne pas, on le publie. J'ai fait un autre livre d'artiste avec un peintre suisse qui s'appelle Jean-Blaise Eveco, qui est un poème, volontairement un texte érotique. On n'a pas publié n'importe quel texte de la machine, mais c'est tous des textes de la machine. Mais on a le droit d'éditorial à partir du moment où on passe un livre. Le livre, chaque média a ses lois. Les lois de la radio ne sont pas les lois de la télévision, les lois de la télévision ne sont pas les lois du livre, et l'écran a ses lois à soi. Par exemple, je fais beaucoup... pour ceux que ça intéresse, mais je dis... Mon site principal, c'est www.balp, en minuscule, .name, où vous trouverez des centaines, je crois qu'il y a 800 ou 900 productions actuellement. Il y a des générateurs, il y a des vidéos. Quand je fais une vidéo, par exemple, je fais un calcul entre le livre et la vidéo. Donc, c'est pas un problème, ça. C'est simplement que c'est un autre rapport au texte. À chaque fois. Je veux dire, le rapport au texte, mais ça, on le sait depuis des siècles. Le rapport au texte au théâtre n'est pas le rapport au texte à la lecture. On le sait depuis des siècles. Pardon. Non, mais si, c'est ça. Moi, j'aime bien en plus cette idée qui revient d'auteur de l'auteur, qui est très assumée. C'est-à-dire que c'est votre machine. Oui, c'est pas machine. Qui elle-même, d'ailleurs, procède d'opérations d'écriture. Bon, qui ne sont pas des opérations d'écriture littéraire. Mais ces moments, non, vous les identifiez pas comme ça. De la programmer pour qu'elle fasse c'est ça. Du texte littéraire. Mais parce qu'à quoi bon sinon Parce qu'on peut programmer une machine pour qu'elle écrive n'importe quoi, c'est le plus facile. Si j'enlève toutes les contraintes de mes quantas d'information, elle va écrire, mais alors là... c'est ça. Mais ça sera n'importe quoi et ça intéressera personne, sauf dans une installation artistique où le propos assumé est de montrer le n'importe quoi. Du coup, la dimension d'auteur de l'auteur, je trouve extrêmement centrale et extrêmement intéressante. Je finis juste avec une petite anecdote à ce sujet. Godwin me racontait qu'en fait, il avait chargé assez peu de livres, moins que ce qu'il avait dit au début. Il avait chargé, et que dans le nombre de livres qu'il avait chargé, il y avait une partie de littérature
qui relatait, il y avait Primo Levi, il y avait une partie de littérature qui relatait la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, et significative. Et il me dit, ça je l'ai dit, il le dit à personne, bon là on peut se le dire maintenant, c'est des choses... Il y a d'assez nombreuses références à la lecture de When the Road, au train, au rail, à cet environnement, à ce... Et il dit, je vois pas comment ça viendrait d'ailleurs que de ce qui a été donné, confié à la machine et qui vient de ces textes-là, parce que dans les autres textes que j'ai pu lui donner, bon alors certains qui sont vraiment des textes beat ou le vrai texte de Kerouac ou des tas d'autres romans, j'ai pas en tête d'autres références comme ça. Donc j'arrive à percevoir. Donc par la constitution de ce corpus, c'est pas en soi une opération d'écriture, mais c'est un travail d'auteur de l'auteur qui est extrêmement intéressant, qui en plus se double d'un travail de développement, de code, d'écriture pour le coup, qui est extrêmement intéressant. Quant à la première question, est-ce qu'il s'y représente comme ça? Je crois que oui. Est-ce qu'il y a d'autres livres? Non. Mais c'est... Aujourd'hui, après, c'est le même travail que Jean-Pierre, c'est-à-dire ce sont des installations, ce sont des choses in situ qui, pour le cas de Ross Goodwin, sont assez souvent éphémères. Il a fait installer des trucs dans les gueules des lions de Trafalgar Square qui distribuent de la poésie générée en direct aux passants, en utilisant la même ressource. Donc c'est vraiment des choses comme ça qui... Mais il n'y a pas d'autres livres, il n'y a pas en tout cas cette idée d'auteur. C'est plutôt ça, une construction qu'on a amenée, nous, avec la publication de l'ouvrage. Pardon. Oui, monsieur là-bas. De la machine. Par un biais détourné, oui. Il y a alors, il n'y a pas de biographie de Goodwin. Il y a 3 lignes, c'est très très succinct. Mais il y a une courte histoire qui raconte, plus joliment d'ailleurs, ce que raconte le film. C'est-à-dire comment ça s'est construit avec d'abord la machine, la voiture, les yeux, le corpus. Voilà, tout ça est un peu dit. Et il y a quelqu'un qui est dans la voiture à ce moment-là et qui fait une narration du road trip en question. C'est par la narration du road trip qu'on rentre en contact avec la machine, dont il n'y a pas cependant non plus de biographie, comme je le racontais aussi, parce qu'à un moment, moi j'ai cessé de la considérer comme auteur ou de la considérer comme possible remplaçant de l'auteur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas possible remplaçant de l'auteur, elle est la machine conçue par l'auteur de l'auteur. Je ne sais pas si j'ai compris ta question, Grégory. Comme d'habitude. Donc, de toute façon, il y a des questions temporelles. La modification des pratiques est beaucoup plus longue que l'invention. Donc, on peut inventer des choses qui ne rencontrent pas immédiatement des changements de pratiques. Tu sais que j'adore collectionner des livres du XVIIIe siècle. Le livre XVIIIe siècle n'a rien à voir avec le livre XIXe siècle, comme peu de gens s'en rendent compte. Mais ça a mis un siècle à disparaître et à devenir un livre au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, bon, je ne sais pas si je réponds à ta question, en fait, mais moi, je navigue à vue. C'est-à-dire en fonction de... Je suis très égoïste dans mes productions. C'est-à-dire, je fais ce qui m'amuse au moment où ça m'amuse. Et après tout, les réflexions, c'est pas mon travail. Il y a des tas de gens qui réfléchissent. Il y a des bouquins, des articles. Bon, j'en ai découvert un autre ce matin. Bon, c'est bien. J'aime bien ce qu'elle dit sur moi, mais c'est pas moi. Et je laisse dire. Cette chercheuse, c'est intéressant. Je l'ai remerciée, mais je me reconnais pas dedans. Donc, je sais pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a ça n'intéresse pas vraiment en réalité. Tu vois, même les médias ont du mal à s'approprier la chose. Entre le moment où ton téléphone te suggère le mot d'après et Terminator, le moment où les machines vraiment se sont suffisamment parlé entre elles pour décider qu'on ne servait plus à rien, toute la zone qui est entre les deux est floue pour tout le monde, pour les médias en particulier. L'intérêt, c'est Terminator, parce qu'on peut visualiser ce que ça va nous faire. Mais en réalité, on n'y est pas du tout
On a fait une émission de radio avec Béatrice où on essayait aussi de nous faire dire que c'était la fin de l'auteur. Ben non, jamais de la vie, c'est pas la fin de l'auteur. Non seulement il y a des gens pour faire la machine, il y a des gens pour lui donner des textes, et pour lui donner des textes écrits par des humains qui lui servent du coup de référent unique. Donc on est très 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 loin de Terminator, et du coup ces zones de gris entre le T9, celui du téléphone, et le T1000, tout ça, on nage en plein flou. Alors qu'en réalité, bon, nous, ce qui nous intéresse ici, par exemple, c'est précisément ces paliers, ces passages et ces bascules intellectuelles et techniques. Et que c'est pour ça aussi, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, que nous, ce qu'on a cherché à dire avec ce bouquin, par exemple, c'est un truc tout simple, sans le sophistiquer d'une surcouche et la technologie pourrait aussi nous apporter ci ou ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond non plus, mais je crois qu'il y a un monsieur là-bas. Ben, c'est toi qui conclus. C'est toi la synthèse. Oui. Alors moi, je dois dire, pour faire ce livre, je n'ai travaillé qu'avec des humains. Et c'était très plaisant. Et à ce stade, dans notre position, c'est pas du tout une synthèse, mais c'est ce qui me vient tout de suite. Dans notre position, j'ai pas le projet d'après. 1 an après, je sais pas encore ce qu'est le prochain livre que j'aimerais voir fréquenter les précédents dans la bibliothèque qui traitent de ces sujets. C'est pas que les projets manquent, au contraire. C'est la question de qu'est-ce qu'il est intéressant de figer maintenant dans ce format précis. Et ça, je sais pas. Merci.